Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je m'appelle Bernard Srour, toujours. Je suis le coordonnateur du réseau NACRE. Je vais prendre juste quelques instants pour vous présenter le réseau avant de vous présenter nos intervenants du jour. Juste quelques mots sur le réseau NACRE que vous avez commencé à connaître, j'imagine, avec tous les webinaires qu'on organise. Donc, nous sommes un réseau de recherche qui a maintenant plus de 23 ans, qui se positionne depuis donc plus de 20 ans, à la fois en prévention primaire des cancers, prise en charge nutritionnelle et prévention tertiaire, pour développer la recherche collaborative en nutrition et cancer, que ce soit la recherche épidémiologique, expérimentale, recherche clinique et recherche en sciences humaines et sociales, mais aussi avec d'autres missions, donc d'informer le grand public, les patients, et de former les professionnels de santé. Euh, nos équipes de recherche qui sont basées dans les quatre coins de la France hexagonale avec plus de 450 experts, des séminaires scientifiques annuels, des webinaires trimestriels, des formations régulières à destination des professionnels, des événements annuels aussi pour le grand public, un site web que vous pouvez consulter et des outils donc, pour les chercheurs, mais aussi pour les professionnels de santé et les patients. Les webinacres, donc c'est un nouveau rendez-vous que nous avons lancé il y a bientôt 2 ans maintenant avec des webinaires tous les 3 mois, accessibles à tout le monde, en français ou en anglais, où un expert du réseau NACRE ou extérieur au réseau nous présente ces nouveaux travaux de recherche. Ces webinaires sont disponibles en replay. Voici une idée des webinaires qui ont eu lieu en 2022, que vous pouvez tous retrouver sur notre chaîne YouTube, et ceux qui ont eu lieu en 2023, qui vont être donc complétés par le webinaire d'aujourd'hui, qui est un peu particulier parce que déjà, c'est la première fois qu'on a deux intervenants à la fois dans notre webinaire, qui va être aujourd'hui dédié à l'alcool. Et aujourd'hui, nous avons plaisir d'accueillir deux experts qui sont tous les deux membres du réseau. Dr Ingrid Marc, qui est chercheuse dans l'unité INSERM 1247, qui est le groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens. Ingrid a fait son doctorat en immunologie à Toulouse, puis un post-doctorat à Toulouse, où elle s'est intéressée au rôle des lymphocytes dans la maladie inflammatoire chronique intestinale. Ingrid pilote des projets sur le rôle de l'alcool dans le carcinome hépatocellulaire et dans d'autres pathologies hépatiques. Et avec son groupe, ils ont déjà présenté certains de leurs travaux au cours des journées NACRE. Donc, ils ont rejoint le réseau en 2021. Nous avons également le plaisir d'accueillir le professeur Michael Nassila, qui est directeur de cette unité INSERM-là, aussi à Amiens, qui a fait sa thèse à Rouen en neurosciences et un postdoc aux États-Unis, dont les travaux portent sur l'addiction à l'alcool et les stratégies de réduction de la consommation d'alcool. Il a participé à l'expertise collective INSERM sur le sujet. Outre ses travaux de recherche, il est président de la Société française d'alcoolologie, président de la Société européenne pour la recherche biomédicale sur l'alcoolisme, vice-président de la Fédération française d'addictologie et vice-président junior de la Société internationale pour la recherche biomédicale sur l'alcoolisme. Je vais passer la parole à Ingrid tout d'abord pour les 15 premières minutes, suivi donc de 15 minutes de présentation de Michael. Et ensuite, on vous passera la parole, ou plutôt la main pour les questions que vous pouvez poser avec l'onglet chat. Pardon, avec l'onglet questions-réponses. Merci de privilégier l'onglet chat pour tout ce qui n'est pas des questions et réponses. Donc, Ingrid, je te passe la parole et je te remercie. Merci Bernard pour cette présentation et je tenais également à remercier Élodie pour l'organisation ainsi que Juliette qui ont participé à la mise en place de ce webinaire. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter une partie des travaux de l'équipe qui en fait vont s'attacher à vraiment montrer l'importance de la prise en compte de l'étiologie et notamment de l'étiologie alcoolique dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire. Donc, juste quelques chiffres sur la consommation d'alcool, mais je pense que le professeur Nassila va plus s'étendre, mais c'est vraiment pour contextualiser. Dans le monde, on a 3,2 millions de décès par an dus à la consommation d'alcool. En France, ça représente 41 000 décès, c'est la deuxième cause de mortalité prématurée. Et cette consommation, elle est responsable de plus de 200 maladies et atteintes diverses. Si on regarde, on fait un focus sur la consommation d'alcool et l'incidence des cancers, on peut voir que
surtout au niveau des cancers digestifs. On peut voir que plus on augmente sa consommation, plus on a un risque de développer un cancer des voies supérieures et inférieures digestives. Mais chose qui est assez intéressante, et là on est dans les recommandations, hein, c'est que dès le premier verre d'alcool par jour, on augmente considérablement le risque de développer un cancer. Donc nous, en fait, on s'intéresse principalement dans cette équipe au rôle du foie, hein, puisque vous savez que l'alcool est éliminé principalement par le foie. Et donc, on s'est intéressé aux maladies du foie liées à l'alcool. Donc, on s'intéresse à deux pathologies, mais aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser aux carcinomes hépatocellulaires, puisque 90% des carcinomes hépatocellulaires se développent sous foie cirrhotique. En termes d'étiologie, en fait, vous verrez, l'étiologie des carcinomes hépatocellulaires dans le monde, elle est variée, hein. Il y a vraiment énormément d'étiologies différentes. Mais si on regarde, si on fait un focus sur la France, il y a trois étiologies majeures, qui est l'étiologie virale, le mésusage de l'alcool et également les régimes riches en gras et en sucre. Cependant, si on regarde au niveau de la France, on va voir que l'étiologie virale va tendre à disparaître, puisque maintenant, avec la vaccination et les traitements antiviraux mis à disposition des patients, il va avoir cette étiologie qui va tendre à disparaître. Et on va avoir deux étiologies majeures, qui sont les régimes hypercaloriques et l'alcool. Actuellement, en France, l'étiologie alcoolique est l'étiologie majeure dans le CHC et on sait que le mésusage de l'alcool est responsable de 70% des cas de cirrhose hépatique. En termes d'incidence au niveau du cancer du foie, on est en fait au niveau de l'incidence mondiale, on est le 7e cancer en termes d'incidence, mais en revanche, c'est un cancer qui tue beaucoup puisqu'on est 2e en termes d'incidence. Et si on regarde particulièrement sur la France, on peut voir que le nombre de nouveaux cas est identique au nombre de décès par an. Et on voit, suivant la répartition de l'incidence en France, on voit que les régions du Nord sont particulièrement exposées au développement en fait, du CHC. En fait, les études que nous avons menées depuis 2018, c'est reposé en fait sur cette étude de Charlotte Elisabeth Constantin qui a étudié de façon rétrospective une cohorte de 1200 patients où en fait pour la première fois elle discriminait en fait les patients ayant un CHC suivant l'étiologie. C'est-à-dire qu'elle a séparé les CHC ici cette courbe ici, les CHC d'origine alcoolique avec les CHC d'autres étiologies. Et on voit bien que la courbe de survie des patients avec un CHC d'origine alcoolique ont une survie moindre comparée aux autres étiologies. Et en fait, l'importance de ce papier et de cette étude, c'est surtout que au diagnostic, ils ont pris en charge les patients avec un CHC d'origine alcoolique et ils ont mis en place un suivi addictologique. Et en fait, on peut voir que la survie des patients avec un suivi addictologique ont une courbe de survie qui se superpose au CHC des autres étiologies. D'où en fait l'importance de prendre en compte ce critère-là. Et donc, nous, notre étude, nos études sont portées sur ce domaine-là et en regardant le contexte actuel de la prise en charge du CHC, puisque actuellement, la prise en charge des carcinomes hépatocellulaires, en fait, elle est identique pour tous les patients. Il n'y a aucune différence suivant l'étiologie du CHC. On a également très peu de données sur l'impact d'une exposition chronique à l'alcool sur l'agressivité, alors qu'on a vu que les CHC d'origine alcoolique, en fait, ils avaient une espérance de survie qui était moindre. Donc, il fallait mettre en évidence les mécanismes incriminés dans cette agressivité. Il n'y avait également pas d'études sur l'effet du sevrage dans le développement et la progression du CHC. Puis actuellement, si on regarde les études, on voit qu'on a seulement 0,9% des cancers où on propose une prise en charge addictologique. Donc, nos études, en fait, se sont portées sur l'ensemble de ces critères, à savoir quel était l'impact d'une exposition chronique à l'alcool et surtout du sevrage sur l'agressivité du carcinome hépatocellulaire. Donc, pour cela, en fait, l'équipe a mis au point un modèle cellulaire d'exposition chronique à l'alcool. Et c'est une étudiante en thèse, Constance Marié, qui a mis au point le protocole. Hein. Le sujet est continué par Anoïcia, avec l'aide d'un postdoctorant au laboratoire, Grégory Fouquet.
Donc, je vous expose rapidement le modèle, qui est un modèle qui se fait quand même sur 7 mois, où en fait, on prend des lignées de carcinome hépatocellulaire, soit de grade précoce, les HUHET, soit de grade avancé. Et en fait, on va les exposer quotidiennement à des doses faibles, moyennes ou fortes d'alcool. Et au terme des 6 mois d'alcoolisation quotidienne, on va séparer en deux groupes. On va continuer l'alcoolisation pendant un mois, soit on va sevrer les cellules. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Et donc, en fait, on a un modèle cellulaire. Donc, tout d'abord, on va regarder des marqueurs d'agressivité tels que la migration ou l'invasion. Et donc, lorsqu'on regarde les capacités migratoires déjà de base des cellules de bas grade ou de haut grade, on voit déjà que les cellules de haut grade, elles ont des capacités migratoires plus importantes que les cellules de bas grade. Donc, ça, c'est totalement, en fait, attendu. Donc, on va ensuite regarder quel était l'effet de cette exposition de plus de 6 mois à l'alcool quotidien. Et en fait, comme vous pouvez voir avec les histogrammes gris foncé, on a une augmentation dans les cellules de bas grade, une augmentation des capacités migratoires des cellules. On n'a pas de différence avec les lignées de haut grade. Mais en revanche, ce qui était très intéressant, c'est que lorsqu'on sevrait nos cellules, on avait en fait une réversion partielle de ces modifications migratoires. Donc, on a continué en regardant au niveau des capacités invasives. Donc, et là, en fait, on a vu aussi bien les lignées de haut grade que de bas grade. Ils avaient une augmentation avec l'alcool des capacités invasives et de nouveau, en fait, le sevrage réversait ces modifications. Donc, on était très content d'avoir ces premiers résultats. Et donc, en fait, on a voulu voir quel était l'effet de cette exposition à l'alcool sur la réponse au traitement chez les patients atteints de ce carcinome hépatocellulaire, puisqu'il faut savoir que c'est un diagnostic souvent tardif chez ces patients atteints de carcinome hépatocellulaire, car la pathologie est très longtemps asymptomatique. Donc, on a la majorité des patients qui ont en fait accès à des traitements qu'on appelle palliatifs. Et ici, en fait, vous avez les traitements qui ont et qui ont l'AMM ou qui vont avoir l'AMM, ou qui sont en cours d'AMM. Et juste, je tiens à vous souligner que, par exemple, lorsqu'on regarde le sorafenib, qui est un inhibiteur tyrosine kinase, cet inhibiteur tyrosine kinase, ce traitement qui est donné aux patients ayant un CHC, en fait, était le seul traitement jusqu'en 2018 qui était donné en première intention aux patients. Donc, pendant plus de 10 ans, ça a été le seul traitement. Donc, on n'avait pas à se poser la question de savoir est-ce qu'il serait judicieux ou pas de donner un autre traitement aux patients. Donc, en fait, on a voulu regarder, parce qu'on avait un recul assez important sur le sorafenib, à savoir si, en fait, il fallait tenir compte de l'étiologie pour le choix du traitement. Donc, on a regardé dans notre modèle d'exposition chronique à l'alcool, donc dans notre modèle cellulaire, et on a pu montrer que, en fait, les cellules étaient beaucoup plus résistantes au sorafenib lorsqu'on avait, en fait, une exposition à l'alcool. On a regardé de la même façon d'autres inhibiteurs tyrosine kinase, parce que le sorafenib est un inhibiteur tyrosine kinase. On a regardé l'envatinib, regorafenib et cabozantinib. Et en fait, dans tous les cas où on avait des inhibiteurs tyrosine kinase, nos cellules étaient beaucoup plus résistantes aux inhibiteurs tyrosine kinase. C'est toujours très bien d'avoir des modèles cellulaires, mais c'est toujours bien d'avoir ce côté translationnel. Et à Amiens, on a la chance d'avoir une cohorte, la cohorte CHIF, qui est en fait une cohorte française de plus de 5000 patients atteints de carcinome hépatocellulaire, qui est en fait conduite par le professeur Eric Nguyen-Cac du CHU d'Amiens. Et donc, en fait, on a pu avoir une étude rétrospective chez ces patients atteints de CHC. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps dans cette analyse rétrospective? C'est qu'on a regardé si on retrouvait les chiffres publiés dans la littérature, à savoir si nos patients atteints de carcinome hépatocellulaire répondaient ou répondaient pas. Et en fait, on retrouve les mêmes chiffres publiés, à savoir qu'on avait environ 60% de non-répondeurs au traitement qui a été longtemps le traitement de référence, comparé à 40% de répondeurs. Mais chose qui était intéressante pour nous, c'est qu'on avait assez de patients pour en fait discriminer en fonction de l'étiologie.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé en fonction de l'étiologie la réponse au sorafenib. Et là, on a pu vraiment démontrer de façon significative que chez les patients avec un CHC d'origine alcoolique, ils étaient vraiment beaucoup moins bons répondeurs que les CHC d'autres étiologies. On avait 30% versus 60%. Donc, on avait démontré en fait que, effectivement, in vitro, on avait une résistance au sorafenib lorsqu'on exposait nos cellules à l'alcool, et en fait, on le retrouvait chez nos patients ayant un CHC d'origine alcoolique dans une cohorte de patients amiénois. On a continué cette étude chez les patients de la cohorte CHIF en regardant la survie globale, mais également la survie sans progression. Donc ça a été fait en collaboration avec les biostatisticiens du CHU d'Amiens. Et on a pu voir que la médiane de survie chez les patients atteints d'un CHC d'origine alcoolique était moindre que les patients d'autres étiologies, et il en est de même pour la survie sans progression. Donc effectivement, le sorafenib a été très longtemps le traitement de référence, mais on a voulu savoir quel pouvait être l'effet également sur cette cohorte du nouveau traitement de référence, qui est en fait une immunothérapie, l'atezolizumab, le bevacizumab, qui est en fait une combinaison de deux anticorps monoclonaux, l'anti-PDL1 et un anti-VEGF, qui permettait en fait de rétablir une réponse antitumorale efficace. Donc, on a regardé déjà sur nos cellules, dans notre modèle cellulaire, et donc on a pu montrer que nos cellules exposées chroniquement à l'alcool avaient une expression augmentée du marqueur PDL1, ce qui suggérait en fait que ces cellules exposées à l'alcool étaient beaucoup plus sensibles aux anticorps anti-PDL1, donc à notre immunothérapie. Donc, on a regardé également dans les biopsies de patients cette expression de PDL1. Et donc, nous avons retrouvé de façon significative une augmentation de cette expression, même si elle n'était pas non plus extrêmement forte. Donc, nous avons voulu également regarder quel était l'impact de cette réponse à l'immunothérapie dans cette cohorte de patients en regardant toute étiologie confondue, puis après en discriminant en fonction de l'étiologie. Donc, comme attendu, on avait 70% de répondeurs à l'immunothérapie, mais de façon assez surprenante, lorsqu'on discriminait en fonction de l'étiologie, on avait pratiquement 90% des CHC d'origine alcoolique qui répondaient à l'immunothérapie, en comparaison à peine à 50% au niveau des autres étiologies. Et en fait, c'est l'une des premières études qui montre en fait que les CHC d'origine alcoolique répondraient très très bien à l'immunothérapie en comparaison aux autres étiologies. Et en fait, nous, on aurait in vitro la réponse de pourquoi. Donc, en conclusion de ce premier paragraphe, nous avons pu mettre en évidence qu'il est important de mettre en place une prise en charge addictologique avec le suivi oncologique, puisqu'on a vu que même au moment du diagnostic, on avait une réversion des signes d'agressivité, que ce soit la migration ou l'invasion, qu'il fallait prendre en compte l'étiologie dans le traitement du CHC, que les CHC d'origine alcoolique auraient une moins bonne réponse au sorafenib, avec une diminution de survie. En revanche, ces patients-là seraient des très bons répondeurs à l'immunothérapie, puisqu'ils ont une augmentation de l'expression de PDL1 et que l'immunothérapie bloque le PDL1. En termes de mécanismes de résistance qu'on a pu mettre en évidence pour la résistance au traitement, nous avons étudié plusieurs mécanismes, dont notamment les cellules souches cancéreuses, à savoir que au niveau du carcinome hépatocellulaire, il y a différents marqueurs qui sont montrés comme étant associés au mauvais pronostic. Donc, par exemple, le marqueur CD133, marqueur de cellules souches cancéreuses, il a été montré comme un marqueur associé de mauvais pronostic dans le CHC. Donc, nous, de la même façon, on a regardé nos cellules en cytométrie en flux, à savoir si on avait une expression de ce marqueur CD133. Et donc, nous avons en fait, avec notre modèle d'exposition chronique à l'alcool, une augmentation de ce marqueur CD133 montrant l'agressivité de ce cancer. En revanche, comme
comme pour le caractère migratoire et invasif, on a une diminution en fait de ce marqueur CD133 lorsqu'on a un sevrage d'un mois de nos cellules. Nous avons pu mettre, mais je ne vais pas détailler, les voies de signalisation incriminées dans cette augmentation de ce marqueur CD133. Il s'agit de la voie phospho GSK3. Et chose intéressante, c'est que le sevrage réverse également cette voie-là. De même, on a regardé dans notre cohorte, à savoir est-ce que nos patients avaient bien une augmentation de ce marqueur CD133. Et effectivement, quand on discrimine avec l'étiologie alcoolique et les autres étiologies, on voit bien qu'on a vraiment une augmentation de l'expression de ce CD133 chez nos patients avec une étiologie alcoolique, démontrant l'agressivité des CHC d'origine alcoolique. En ce qui concerne les autres mécanismes de résistance au traitement, on a étudié les transporteurs des flux, mais on n'a pas trouvé quelque chose de très probant. En ce qui concerne le mécanisme de transition épithélio-mésenchymenteuse, je pense que c'est beaucoup plus prometteur au vu du phénotype des cellules, mais également des premiers résultats démontrant la diminution de l'AE cadérique, même si en RTQ-PCR, ce n'est pas significatif. Nous sommes en train de développer cette partie-là. Et comme nous ne voulions pas passer à côté des différents mécanismes, nous avons lancé, grâce à un autre thésard du laboratoire, Damien, qui nous a permis de faire le séquençage, le RNA-seq sur notre modèle cellulaire. Et on a pu déjà mettre en évidence différents gènes impliqués dans la résistance au traitement. Et là, la deuxième partie de la thèse d'Anoïsia s'attachera en fait à étudier bien ces voies. Je voudrais remercier encore le comité d'organisation et puis également l'ensemble des membres de mon équipe, nos collaborateurs, et je vous remercie de votre attention et je laisse la parole au professeur Nassila. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Bernard, de l'invitation. Merci beaucoup à l'équipe NACRE de l'organisation de ce webinaire. Comme je le dis souvent, je m'exaspère parce qu'on ne parle pas assez souvent d'alcool en France, et notamment d'alcool et cancer, et d'avoir la possibilité comme ça de parler au niveau national de cette problématique, c'est une belle opportunité. Merci beaucoup. OK. Alors, une diapositive un peu chargée, mais qui vise à rappeler un petit peu tous les chiffres à connaître finalement sur la problématique de l'alcool. Donc, effectivement, relativement à la consommation, alors on n'arrête pas de dire que ça baisse, mais ça baisse pas tant que ça et ça ne baisse plus. On est toujours à environ 12 litres d'éthanol pur par an en 2017. Pour vous donner une idée, ça fait quand même 130, c'est per capita, hein, ça vous donne plus de 130 bouteilles de vin par an et par personne. Donc, c'est encore beaucoup. On est parmi les premiers pays de l'OCDE en termes de consommation. On a 10% de consommateurs quotidiens, 40% qui ont des jours de forte consommation dans l'année, au moins une forte consommation, hein, c'est-à-dire au moins 6 verres en une occasion. Chose importante, 10% de la population consomme 58% de l'alcool. Ça veut bien dire qu'une grosse partie de la quantité d'alcool consommée l'est par une faible partie de la population. Et puis, nos repères ont donc changé en 2017 avec le rapport d'experts INCa et Santé publique France, nous amenant comme recommandation à ne pas consommer plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, et pas plus de 10 verres par semaine. J'y reviendrai. Une enquête récente montre que 22% des Français sont au-dessus de ces repères. Et on a grosso modo environ 10% de la population qui présente sur une période de vie entière, 10% de troubles dus à l'usage d'alcool. Et ça, c'est une donnée issue de la cohorte Constance, mais il y a des chiffres dans certains pays beaucoup plus inquiétants qui nous parlent de 10 à 30% de la population qui pourrait avoir à un moment de sa vie vraiment une consommation problématique d'alcool. Le chiffre qui me paraît le plus important au-delà de la mortalité, c'est celui de la morbidité, 60 à 200 pathologies et traumatismes associés, ce qui fait que nous, on a en France la chance d'avoir, avec l'analyse des données PMSI, une étude de 2015 qui nous dit que la consommation d'alcool est une des toutes premières causes d'hospitalisation en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui doit déclencher une prise de conscience. Et ces chiffres sont en cours d'actualisation. Mortalité, 41 000 morts par an.
De quoi on meurt principalement, justement, c'est de cancer, de pathologies aussi cardiovasculaires. Donc, c'est pas plus d'actualité de dire qu'il y aurait des effets potentiellement protecteurs de l'alcool sur nos cœurs, notre cœur et nos vaisseaux, et principalement des pathologies digestives. Et puis, on voit que bah, ça va toucher euh, environ 30 000 hommes et 11 000 femmes. Ça a un coût social, sociétal faramineux, 102 milliards, mais ce qu'il faut retenir comme peut-être échelle de grandeur, c'est que ça nous coûte en fait à la société 40 fois plus que ce que ça peut rapporter. On a une problématique aussi importante, et ça a été découvert en France en 68, c'est la problématique de l'alcoolisation fœtale, qui est première cause de handicap mental, non génétique, et puis surtout qui va créer des troubles et un handicap irréversible avec des conséquences à l'âge adulte qui sont souvent sous-estimées. On parle beaucoup d'alcoolisation fœtale et de problèmes périnataux à l'enfance, mais on oublie bien vite qu'on a beaucoup d'adultes également qui vont avoir cette problématique et des conséquences à long terme. Alors, autre chose d'important dont on parle très souvent, et c'est la double peine hein, quand on est touché par un trouble dû à l'usage d'alcool, c'est qu'il y a vraiment un écart, mais moi j'aime bien parler de fossé, voire de canyon, dans le traitement des troubles dus à l'usage d'alcool, puisqu'on voit ici sur la droite qu'on a moins de 10%, voire de manière optimiste 20% des personnes qui ont une consommation problématique qui sont pris en charge pour cette problématique dans l'année. Donc là, ça montre vraiment en évidence en fait un gros paradoxe. Un autre paradoxe français, c'est qu'on a énormément de problématiques de santé liées à l'alcool, beaucoup de personnes qui sont en difficulté avec leur consommation et qui ne sont pas du tout hein, repérées pour cette problématique. Un manque de consultation où on a abordé l'alcool l'année précédente quand on fait ce type d'enquête. Donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose de un peu dramatique à souligner vraiment, puisque c'est une des pathologies, on le voit, qui est tout à droite. Ça veut dire que c'est vraiment une des pathologies pour lesquelles vous avez le plus de risques de ne pas être repéré et surtout pris en charge. Alors simplement pour expliquer un petit peu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion quand on parle de ça. Déjà, première chose, c'est que depuis 2017, nos repères ont évolué. Et donc, on ne parle plus de seuil, mais de repères. L'idée étant de dire, attention, quand on parle de seuil, on a tendance à croire que quand on est en dessous de ce seuil, on est à zéro risque, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est en ça que le message a évolué, puisqu'on ne parle plus également d'usage simple comme on parlait avant, c'est-à-dire un usage d'alcool qui ne poserait pas de problème, mais on parle maintenant de consommation à moindre risque. C'est-à-dire que c'est ce que voulait exprimer l'expertise collective, hein, c'est qu'il faut changer de paradigme et de message. C'est plutôt de dire que, attention, toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé. Et c'est évident, et ça provient aussi de toutes les données sur le cancer. Si vous regardez à droite ici, d'où proviennent finalement ces nouveaux repères, c'est que vous avez ici le risque de mortalité vie entière pour la mortalité attribuée à l'alcool, et on a fixé ici des repères acceptables. C'est-à-dire que vous avez cette ligne rouge avec 1%, c'est-à-dire qu'on accepte qu'une mort, un décès sur 100 soit lié à l'alcool. Vous avez en haut les femmes, et on voit qu'on croise ce risque eh bien, entre un verre et demi et 2 verres par jour. C'est-à-dire que si on boit ici un verre et demi par jour, tous les jours pendant toute sa vie, eh bien, le risque de mortalité qu'on atteint, c'est 1%. On voit pour les hommes que la courbe est un peu plus plate, hein, ça décolle moins vite et qu'on croise ici ce risque de 1% pour une consommation d'environ 2 verres et demi. Donc il y a bien une différence entre les hommes et les femmes. Il y a une vulnérabilité plus importante en termes de morbidité et de mortalité. C'est bien montré par exemple pour la cirrhose. À consommation égale, on a une incidence plus forte chez les femmes, mais on a choisi, il a été choisi en France pour éclaircir le message, d'avoir des repères qui ne distinguent plus les deux sexes. Donc, pas plus de 2 verres par jour, qu'on soit un homme ou une femme, mais il faut continuer à communiquer sur cette différence de vulnérabilité. Sur les 10 verres par semaine, on voit ici sur la courbe de gauche une grande étude du Lancet de 2018 qui montre de manière très intéressante que le risque de mortalité toute cause ici liée à l'alcool, eh bien, décolle ici à partir de 10 verres par semaine, justement. Donc, on voit bien ici hein, les risques acceptables d'1% qui ont défini nos repères journaliers, mais on voit ici qu'en termes de mortalité aussi, que ce repère des 10 verres par semaine vraiment semble très cohérent. Et quelque chose qui inquiète beaucoup les alcooliers, c'est quand on recherche ici un nombre de verres, une consommation minimale qui n'aurait pas d'incidence sur la santé, eh bien on ne la trouve pas. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde le nombre d'années de vie perdues en bonne santé, eh bien il y a un impact dès le premier verre, vous avez une incidence ici sur
les années de vie perdues en bonne santé. Alors, chose que vous voyez couramment dans le cancer, hein, mais c'est des belles monographies ici où on voit que finalement, on pourrait prévenir en France 40% des cas de cancer et que dans ces facteurs, eh bien, l'alcool arrive en deuxième position après le tabac. On est quand même à 8%. Et puis, ici, vous avez 28 000 nouveaux cas de cancer qui seraient attribuables à l'alcool. Ici, les chiffres de 2015, je vais y revenir. Alors, quand on calcule justement la mortalité, ou ici, ces années de vie perdues en bonne santé, et qu'on regarde tous les facteurs de risque, ça c'est très important à comprendre, puisque c'est ce qui va vraiment déterminer, par exemple, le calcul des chiffres de la mortalité, c'est-à-dire qu'on va regarder pour chaque pathologie la mortalité due à cette pathologie, et dans cette pathologie, on regarde la proportion finalement de décès qui sont liés à la consommation d'alcool. Donc bien évidemment, quand on décède d'un trouble de l'usage de l'alcool, on est à 100%. Ici, c'est bien l'alcool qui est en cause, et vous voyez ici qu'arrive très vite la cirrhose, et puis ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cancers qui arrivent, cancer des voies aériennes supérieures, cancer colorectal, cancer du foie et cancer du sein. Donc ça, je vais y revenir aussi, pourquoi ces sites sont touchés au niveau de l'organisme. Alors, relation dose-effet, oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance à parler sans trop savoir les repères de consommation d'alcool en général, mais ce qu'on voit et qui est très particulier avec les cancers, c'est qu'on a une belle relation dose augmentation du risque, et notamment pour certains cancers. Et le cancer, finalement, pour lequel on avait beaucoup plus discuté à l'époque, et on discutait de l'impact des faibles niveaux de consommation d'alcool sur la santé, c'était le cancer du sein. On voit ici les chiffres. Alors là, c'est 0,5 et 1. Hein. Au-dessus de 1, vous augmentez les risques, et on voit que ça décolle dès les premiers verres consommés, et ça décolle assez vite, comme ça le fait ici pour les cancers ici de la cavité buccale, de l'œsophage ou du larynx. Mais vous voyez que bon, pour tous les cancers, ce n'est pas les mêmes niveaux de risque, et donc c'est pour ça que c'est important ici quand on raisonne de ne pas toujours se focaliser sur une seule pathologie, mais d'aller regarder un petit peu l'ensemble des pathologies pour estimer un risque global. Autre chose que j'aime bien présenter, qui est encore peut-être plus évident, plus clair, les cancers toujours attribuables à l'alcool, selon l'IARC 2020. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on regarde ici les cancers donc, qui sont attribuables à l'alcool en fonction du niveau de consommation. Et on voit qu'à partir de 2 verres, donc si on reste en dessous des repères, finalement, les cancers liés à l'alcool, c'est déjà 15%. Hein, c'est-à-dire 15% des cancers liés à l'alcool vont être dus à des consommations finalement faibles et à moindre risque. D'accord? C'est ça qui est très important. Ensuite, vous voyez que ça augmente, et bien ça double ici, 30% si on passe à une consommation dite à risque, c'est-à-dire on est au-dessus, on consomme plus de 2 verres et jusqu'à 6 verres. Et alors là, une très forte consommation, plus de 6 verres par jour, vous voyez que ça va contribuer à 45% des cancers attribuables à l'alcool. Donc là, on a vraiment une bonne idée des niveaux de consommation et de l'incidence en termes de cancer attribuable à l'alcool. Alors, on sort de Octobre Rose, on a beaucoup parlé de cancer du sein, et donc, vous voyez, je vous mets ici simplement en focus, ici, on voit bien qu'un verre, on augmente le risque. Alors, ce n'est pas un risque énorme, bien évidemment, hein, il faut rester objectif, mais on voit ici que ça augmente de manière très linéaire, et là, à 2 verres, vous augmentez, on dépasse 10% d'augmentation du risque ici dès le deuxième verre. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin des repères. Et ça me choque toujours de voir qu'on continue à faire des campagnes Octobre Rose où on ne parle pas de l'impact de la consommation d'alcool. Des pays comme le Royaume-Uni a bien réagi, hein, puisqu'ils ont vu augmenter en flèche le nombre de cancers du sein, en se demandant pourquoi initialement la cigarette, mais plus récemment en regardant de plus près la consommation d'alcool, et on a une incidence très forte de la consommation d'alcool sur ces cancers. Autre chose également pour vous donner des repères, je trouve ce graphique ici à gauche assez intéressant où si on consomme plus de 10 verres par jour, c'est ce qu'on appelle une consommation à très haut risque selon les repères de l'OMS, on voit qu'on perd 22 années en fait de vie, d'espérance de vie. Et ça dépasse même, vous voyez que si on regarde dès simplement les cancers, hein, puisque maintenant on prend les cancers de plus en plus en charge de plus en plus précocement, donc vous voyez que c'est beaucoup plus, hein, si on regarde que la consommation d'alcool, vous diminuez très fortement l'espérance de vie. Pour la mortalité liée à l'alcool en 2016, 12% de toute la mortalité liée à l'alcool, c'est des cancers. Donc, vous voyez, pareil, donc, je me répète, mais c'est colorectal, foie, œsophage et les voies aériennes supérieures et le sein également. Et c'est plus que celles liées au foie. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, les cancers, c'est vraiment prépondérant. C'est une des premières causes. Quand on meurt d'alcool, c'est principalement par cancer. Alors, on va rentrer un petit peu sur des déterminants environnementaux et individuels. Vous voyez ici que les facteurs de risque qui sont récapitulés ici, bien évidemment, il y a un effet selon la dose. Il y a le tabagisme, je vais y revenir, parce qu'on a tendance à isoler, à parler séparément du tabac et de l'alcool. Mais là, je pense qu'il faut prendre conscience également qu'on peut être exposé à plusieurs facteurs.
Vous allez voir, c'est assez impressionnant comme risque quand on est exposé à plusieurs facteurs. Un mauvais état dentaire, eh bien oui, parce qu'il y a des bactéries qui vont métaboliser l'alcool, donner de l'acétaldéhyde qui est très toxique, très cancérigène. Des causes génétiques, je vais vous montrer dans une diapositive suivante. Déficience en folate, bien connue, pour augmenter le risque de cancer, mais également les œstrogènes ou la prise de vitamine A et puis des lésions précancéreuses. Vous voyez, vraiment, il y a beaucoup de facteurs de risque. Et je voudrais m'attarder juste 2 secondes sur l'interaction alcool-tabac. J'ai repris une étude, là, ici à droite, qui vient de sortir en 2023, qui montre vraiment de manière très claire ici que la combinaison alcool-tabac va augmenter de plus de 2,5 fois la somme des risques indépendants de l'incidence des cancers et de la mortalité au niveau cou et tête. Donc, vous voyez ici le risque ici en bleu clair de l'alcool seul, du tabac ici en bleu foncé. C'est récapitulé ici si vous faites la somme. Mais en fait, ce qu'on observe, ce n'est pas cette somme, c'est ce niveau-là de risque. Hein. On dépasse très largement les 17, pratiquement 18. Ça veut dire que vous multipliez par 2,5 comparativement à simplement une addition des deux facteurs de risque. Donc, c'est énorme. Et là, on le voit encore mieux ici sur une vieille étude. Et ici, où vous voyez ici en abscisse la consommation de cigarettes par jour. Donc, vers la droite, vous augmentez. Et puis, et puis ici, d'avant en arrière, vous avez l'augmentation d'alcool. Vous voyez 4 verres jusqu'à 8 verres, 12 verres ou plus de 12 verres par jour. Vous voyez ici que plus on va à droite, plus on fume et plus on va vers l'arrière de l'écran, plus on consomme de l'alcool, plus vous démultipliez, vraiment, c'est un facteur multiplicatif, le risque ici de cancer de l'œsophage. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience à avoir, c'est de commencer à communiquer sur l'interaction aussi alcool-tabac. Autre chose qu'il faut bien comprendre, je trouve que c'est très intéressant, c'est que on peut discuter comme ça dans le vide sur les risques et les repères, mais il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle la vulnérabilité génétique. Et c'est très étudié dans le champ de l'alcool, puisque je vous rappelle simplement que l'alcool est métabolisé en acétaldéhyde par une alcool déshydrogénase. L'acétaldéhyde est une molécule très toxique, c'est un cancérigène très fort, très puissant. Et cet acétaldéhyde, il est lui-même dégradé en acétate par une aldéhyde déshydrogénase. Donc en fait, le problème, c'est qu'on a des individus ici qui vont métaboliser assez vite l'éthanol, donc produire beaucoup d'acétaldéhyde, très toxique, et qui vont peut-être aussi être en moindre capacité d'éliminer cet acétaldéhyde. Donc vous allez concentrer ce facteur toxique, et on voit ici sur des tableaux, je vous ai mis ici par exemple l'influence du génotype de l'alcool déshydrogénase sur le risque de cancer des voies aériennes supérieures, et vous avez ici les différents génotypes, c'est des variants génétiques qui vont influencer la vitesse finalement de l'efficacité de cette enzyme. Et on voit que plus vous allez vers la droite, ici, plus vous consommez, plus vous augmentez en fonction de certains polymorphismes. Et ici, le premier, le 1,1, la DH1C 1,1, vous voyez, vous êtes à 40 fois ici le risque si vous dépassez 8 verres par jour. Donc, vous voyez que ça va dépendre de votre vulnérabilité génétique, ça va dépendre aussi de votre niveau de consommation. Et on a la même chose avec l'aldéhyde déshydrogénase, ici, d'avoir au moins 2 cancers. Vous voyez, c'est astronomique, hein, on est à x54 ici, avec cette incapacité à bien dégrader l'acétaldéhyde. Vous allez démultiplier, ici, multiplier le risque d'avoir une combinaison même de cancers. Alors, autre chose, maintenant qu'on sait ça, c'est de remarquer un petit peu ce qui se fait actuellement quand on sait tout ça. Une étude assez inquiétante qui a montré que finalement, qu'est-ce qui se passe en termes de prise en charge de la consommation d'alcool chez les patients qui ont survécu, les survivants de leur cancer. C'est assez inquiétant, je trouve. Hein. Donc ça nous vient des États-Unis. Plus de 30 000 participants avec un diagnostic de cancer connu. Plus de la moitié étaient des buveurs, dont 34% des buveurs à risque. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils continuaient à boire après le diagnostic de cancer. 21% étaient des binge drinkers, ça veut dire que quand même 20% des patients continuent à avoir des consommations massives et rapides d'alcool en dépit d'avoir été diagnostiqués pour un cancer. Et puis, bon, on peut remarquer que des diagnostics concernant le mélanome, cancer du col de l'utérus, tête et cou ou des testicules, dans cette étude, étaient associés à des probabilités plus élevées de consommation excessive d'alcool. Alors, autre chose, en France, pour donner un exemple, hein, moi j'étais très content de rencontrer le docteur Anne Stubner de l'Institut régional du cancer de Montpellier, qui a mis en place et qui a publié ici avec son équipe un programme qu'on appelle le programme STAR, prise en charge addictologique intégrée au parcours de soins en cancérologie, hein, parce que le dire, c'est bien, hein, qu'il faudrait faire des choses en hépatologie ou en cancérologie, mais il faut passer à l'acte. Il faut vraiment repérer et prendre en charge pour l'usage d'alcool dans un contexte de diagnostic de pathologies qui sont potentiellement liées à l'alcool. Et vous voyez que dans cette étude,
eh bien, ce qui a été mis en avant, c'est que 5 ans après le diagnostic de cancer, une personne sur 5 déclarait consommer au moins 4 fois par semaine de l'alcool. C'est énorme, et ça figure dans le rapport 1K 2018. Et que finalement, ce programme STAR, qui continue, hein, vise à accompagner, par les professionnels, bien sûr, les patients pour réduire ou arrêter leur consommation de tabac et d'alcool au cours de leur parcours de soins en cancérologie. Donc, c'est tout un programme. Je vous invite, hein, si ça vous intéresse, à aller voir cette publication ou à aller voir les travaux de cet institut qui me semble vraiment aller dans la bonne voie. Juste pour continuer sur cette même ligne, juste pour dire quand même qu'on a un gros problème en France. On est très peu conscient, très peu réactif, très peu actif relativement à la prise en charge des patients qui ont une pathologie dont on sait elle pourrait être fortement, très probablement due à une consommation excessive d'alcool. J'ai mis un exemple ici d'une enquête sur différents pays européens, ici dans le cadre de l'hypertension, qui montre que vraiment la France, comparativement ici à d'autres pays, est vraiment à la traîne avec des très faibles pourcentages ici, puisqu'on voit par exemple que ici, après une hypertension, on a quelques pourcents seulement des médecins généralistes qui vont dépister au moins 70% des patients hypertendus pour la problématique alcool. Et si on continue, ici d'autres chiffres, est-ce qu'il y a une prise en charge ici de la consommation à risque d'alcool? Vous voyez que non, quelques pourcents simplement. Et si on prend l'alcoolodépendance, on est à 2%. Ça veut dire qu'une autre enquête a révélé ça aussi en France, c'est qu'on a des professionnels de santé qui se sentent très peu formés, très peu, qui ont des représentations relativement à la prise en charge de ces problématiques qui leur paraît très compliquées et qui ne font pas le travail de repérage et de prise en charge. Donc il y a un vrai problème. Les professionnels de santé sont majoritairement peu à l'aise relativement à cette problématique. Autre chose de très choquant, hein, il faut dire les choses, c'est quand même relevé que dans le baromètre de cancer 2021, on voit ici un chiffre assez inquiétant, mais qui correspond un petit peu à l'ambiance actuelle où on parle beaucoup des effets protecteurs de l'alcool. Et dès qu'on parle d'alcool en France, on nous ramène systématiquement vers le vin, avec l'idée qu'un peu de vin eh bien, diminuerait le risque de cancer. Et ça, c'est quand même 23,5% des 15-85 ans qui pensent que boire un petit peu de vin, ça diminuerait le risque de cancer plutôt que de ne pas en boire du tout. Donc ça paraît inquiétant et ça souligne aussi le fait qu'on manque de communication agressive et notamment des institutions sur le cancer, puisque je rappellerai simplement que ce sont aussi les grandes institutions sur le cancer qui ont très vite réagi il y a assez longtemps en disant que, attention, si vous voulez être à zéro risque de cancer, il faut consommer zéro alcool. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le monde, les institutions sur le cancer ont été à l'initiative de la campagne du défi de janvier, Dry January. Hein, posez-vous la question de votre consommation d'alcool pendant le mois de janvier, faites le point et informez-vous sur les risques relativement à la santé et notamment sur le cancer. Et je pense que quand on passera le pas à ce niveau-là, on verra peut-être ces fausses représentations et ces fausses croyances ici sur les effets potentiellement protecteurs de l'alcool euh, diminuer un petit peu dans notre pays. Alors, juste pour dire, mais à quoi c'est dû tout ça? Là, je vous ai remis quand même une vieille étude du Lancet en 1987 qui montrait déjà très bien qu'avec très peu d'alcool consommé, vous voyez qu'on n'est même pas à un verre ici, on voit une augmentation du risque qui commence à apparaître ici et on est à l'échelle du verre par jour. Et eh bien, c'est beaucoup la faute aussi à l'industrie de l'alcool. Hein. Il faut taper là où il y a les responsabilités. Vous avez même ici, je vous ai mis un exemple d'une publication qui montre ça avec un discours bien rodé des industries de l'alcool. Et je vous ai remis un petit peu des verbatims hein, qu'on retrouve dans l'article, nous disant que seules les fortes consommations induisent un cancer, beaucoup d'autres facteurs de risque que l'alcool, donc il n'y a pas que l'alcool, pourquoi se focaliser sur l'alcool? L'interaction des facteurs de risque, c'est trop complexe, on n'y comprend rien, ou la majorité des cancers n'est pas due à l'alcool. Vous voyez que le discours ambiant par les industriels, par aussi de nombreux politiques qui vont parler de l'alcool et de la santé, mais sans connaître les faits réels, nous induisent le grand public en erreur, et notamment ici sur une pathologie grave qui est celle du cancer, et dont on sait que l'alcool et l'acétaldéhyde sont vraiment des cancérigènes avérés. Alors, je termine par ça, juste pour dire que moi, en tant que président de l'Association française d'alcoolologie, je suis content ici, avec plein d'associations, de participer à la prochaine campagne du défi de janvier. Donc, l'idée, c'est aussi de beaucoup communiquer justement vers les professionnels
et vers le grand public. Et ici, on propose cette année un outil qui est l'application qui s'appelle MyDefi, mais qui va s'appeler pour le mois de janvier MyDefi de janvier, qui est téléchargeable, hein. Vous avez les QR codes là et vous avez le site internet. Pourquoi je vous parle de cette application? C'est une application de coaching, c'est-à-dire que tout consommateur d'alcool, même quelqu'un qui aura un trouble dû à l'usage d'alcool, peut utiliser cette application. Et en fonction de son niveau de consommation d'alcool, il va recevoir des conseils personnalisés. Et en fonction aussi de l'évolution de sa consommation, eh bien, les conseils vont être personnalisés par rapport à l'évolution de sa consommation d'alcool. Je vous invite aussi à aller voir le site de la Société française d'alcoolologie, voilà, où nous organisons des journées nationales, des formations et aussi notre page Alcool Conscience, à laquelle a participé activement le réseau NACRE. Et nous allons afficher dans pas longtemps d'ailleurs tous les travaux sur cancer et alcool qui ont été faits et donc auquel le réseau NACRE a participé parce qu'il est parmi les grands thèmes choisis, on a choisi celui de alcool et cancer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Ingrid et Michael pour ces très belles présentations. On a un peu dépassé le temps, mais c'est pas grave. C'est un sujet où on a pas mal de choses à dire. Je vous propose qu'on passe aux questions des participants. Première question pour toi Ingrid. Donc, est-ce que l'exposition à l'alcool a le même effet dans les autres cancers digestifs? Donc, faut-il prôner un sevrage en alcool strict chez tous les patients qui présentent un cancer et a fortiori un cancer digestif? Alors, pour tout ce qui est cancer digestif, hein, colorectal, ça s'est avéré, enfin, l'alcool a été démontré comme étant, en fait, ça augmente le risque de développer un cancer. Pour le cancer colorectal, il y a également des études qui ont montré in vitro que dès 2 mois d'exposition, on augmente l'agressivité dans ce cancer-là. Donc, pour tous les cancers digestifs, mais également le cancer du sein, c'est vraiment, il faut vraiment prôner zéro alcool. Mais actuellement, il y a d'autres cancers où on ne sait pas l'implication de l'alcool, comme le cancer du pancréas ou le cancer du poumon. Mais en fait, on ne sait pas l'effet de l'alcool sur ces cancers-là parce qu'en fait, ils ne sont pas étudiés. Donc, bien évidemment, on s'est intéressé tout d'abord au cancer digestif puisque c'est là, en fait, on a un accès direct. Enfin, par exemple, le foie, il métabolise directement l'alcool, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé par rapport à ces cancers digestifs, mais il faudrait vraiment regarder à l'ensemble des cancers pour savoir. Mais effectivement, je pense qu'il faut prôner zéro alcool dans l'ensemble des cancers. Merci beaucoup Ingrid. Juste peut-être pour ajouter, il y a eu une expertise collective du réseau NACRE et de l'INCA publiée en 2020 sur le rôle en partie donc, des facteurs nutritionnels, mais aussi de l'alcool sur la qualité de vie et la survie et les outcomes associés au cancer. Et les conclusions de ce rapport, c'était justement qu'il fallait réduire la consommation d'alcool, quel que soit le cancer, chez les survivants du cancer, en particulier chez les cancers des voies aérodigestives supérieures, où là, la recommandation du groupe de travail était plutôt d'atteindre zéro alcool chez les patients souffrant de cancer de VLS. Une autre question pour toi, Ingrid. Est-ce que, je ne vois plus, euh, elle est peut-être là la question. Voilà. Est-ce que dans la cohorte de patients que tu as mentionné, vous avez regardé l'expression des enzymes comme l'alcool déshydrogénase ou l'aldéhyde déshydrogénase? Alors, nous avons pas du tout regardé l'expression de l'ADH et de la LDH. Ça serait très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez ces patients-là, on a des tout petits morceaux de biopsie. Donc, et on fait énormément d'études avec. Donc, en fait, c'est assez précieux. Donc, pour l'instant, on s'est vraiment intéressé plutôt à tout ce qui était cellules souches cancéreuses, un marqueur d'agressivité. Et en sachant que même quand on discriminait par rapport à l'ethnie ou quoi, on sait que c'est surtout en fait les Asiatiques qui ont une mutation, même si, comme le professeur Nassila l'a montré, il y a en fait des variants qui augmentent le risque de développer des cancers. Mais nous, dans notre cohorte, on l'a pas du tout regardé. Ça serait intéressant de le regarder peut-être par la suite. Merci beaucoup, Nguyen. Question plutôt pour Michael. Pourquoi la médecine française ne conseille-t-elle toujours pas les alcooliques anonymes pour la prise en charge des addictions à l'alcool? Oh, je ne sais pas si on peut mettre toute la médecine française, mais c'est vrai quand même depuis des années maintenant, on voit qu'il y a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même enfin, la Société française d'alcoolologie, dans les recommandations, les associations d'entraide et maintenant aussi les associations de patients experts, l'arrivée des patients experts, mais aussi les associations d'entraide font partie intégrante du soin. Donc maintenant, les associations d'entraide se sont mobilisées
regroupés en fédération et vous avez les alcooliques anonymes. Moi, j'étais il y a une dizaine de jours au Congrès national des alcooliques anonymes et je pense que c'est plutôt un défaut d'information, hein, plutôt qu'une volonté de ne pas informer sur l'existence des alcooliques anonymes ou des associations d'entraide en général, qui jouent un rôle essentiel, qui sont toujours là pour les patients et qui permettent de voilà, de pas se focaliser sur simplement la médecine ou l'hospitalier, mais que voilà, il y ait une aide également de tous les jours avec une implication forte et reconnue maintenant, hein, une évolution. Il ne faut plus avoir peur des associations, et notamment d'Alcooliques Anonymes. Longtemps, il y a eu voilà, des choses un peu pas claires qui étaient racontées là-dessus. Mais maintenant, je pense que voilà, c'est vraiment, on a quitté cette époque et il ne faut pas hésiter à recommander toutes les associations, dont Alcooliques Anonymes. Merci. Alors, une question qui revient souvent sur le cancer du rein, parce qu'on sait par le rapport du World Cancer Research Fund qu'il y a une consommation, enfin, que la consommation d'alcool protégerait du cancer du rein. Donc, on a un spectateur qui nous demande, chez les patients qui ont un cancer du rein, qui cherchent à tout prix d'éviter une récidive, quel discours tenir donc, face à ces patients-là qui souffrent déjà d'un cancer du rein? Bon, le lien entre alcool finalement et fonctionnement rénal est très complexe. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. On a une assez faible en fait toxicité rénale de l'alcool et je me demande encore pourquoi. Donc, on a cette problématique-là avec le cancer du rein et on a aussi ça avec le cancer du poumon. On peut voir certaines études qui semblent indiquer que, alors qui semblent indiquer également, hein, parce que là, quand on regarde maintenant l'apport de l'épidémiologie génétique et de la randomisation mendélienne, on ne retrouve pas toujours des résultats comme ça où l'alcool pourrait être protecteur vis-à-vis de certains cancers, et notamment, je parle ici du cancer du poumon. Alors, bien évidemment, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il y a un lien très fort entre alcool et hypertension. Le rein joue un rôle très important également dans des pathologies comme l'hypertension, où le rein joue un rôle important. Donc là, je pense que vraiment, effectivement, il faut constater ça, mais en aucun cas, on peut, je crois, même maintenant, hein, à l'heure actuelle, à l'état des connaissances, recommander une consommation d'alcool, quelle que soit la pathologie. Merci. Alors, une question peut-être à vous deux, d'un patient qui est ancien buveur guéri et qui nous demande si on peut expliquer la différence de vulnérabilité, j'imagine, rechute peut-être entre hommes et femmes. Ça, c'est plus du domaine du professeur Massila. Bah, il y a des facteurs génétiques bien connus et puis sociaux. Voilà. Alors, les facteurs, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le facteur déjà le plus simple, c'est la capacité à concentrer et éliminer l'alcool. Donc, ça, c'est bien décrit. À consommation égale, l'alcoolémie monte plus vite. La capacité à éliminer est différente également chez les femmes. Donc, à consommation égale, on aura un impact plus important. Ensuite, sur des aspects aussi comorbidité, troubles anxieux-dépressifs, de l'automédication qui peut apparaître plus fréquemment chez les femmes que les hommes. Donc c'est vraiment une histoire de vulnérabilité, de fragilité sur des facteurs principalement génétiques et ensuite il y a des facteurs environnementaux et sociaux qui interviennent. Mais effectivement, c'est un peu masqué parce que statistiquement, il y a quand même beaucoup plus d'hommes consommateurs, forts consommateurs et dépendants qu'on retrouve le plus fréquemment en soins, mais il y a de plus en plus de femmes, hein, on parle de télescopage, il y a de plus en plus de femmes qui commencent à avoir ces problématiques et certains pays sont particulièrement touchés avec une incidence chez les femmes qui a tendance à se rapprocher de celle des hommes. Ok. Autre question, est-ce qu'il y a un facteur sociologique, notamment avec la prise en charge des patients, puisque en France, on a tendance à blâmer les patients au lieu de regarder l'addiction comme un problème ou une maladie, comme ce qui est le cas aux États-Unis ou même au Canada, j'imagine. Alors ça, c'est une très bonne question, c'est un problème majeur. On continue à avoir une très forte stigmatisation des patients. Donc voilà, il y a vraiment l'alcool festif, c'est positif, le binge, les aspects sociaux. Puis dès qu'on passe dans l'aspect pathologique, c'est vraiment quelque chose de négatif, voilà, où on pourrait continuer à blâmer les patients pour cette pathologie avec un problème moral ou de volonté. Mais je pense quand même qu'avec tous les efforts, toutes les discussions qu'il y a depuis quelques années quand même en France, je pense que ça commence à passer quand même auprès des professionnels, que voilà, il y a un problème d'addiction, que c'est une pathologie chronique et surtout que ça se soigne et qu'il faut le repérer. Même si on ne sait pas, on repère et on essaye d'orienter pour aider ces patients. Parce que si ce n'est pas le problème d'alcool dont on s'occupe, ça sera les complications et à un niveau grave. Alors, question courte, réponse courte. Le vin est-il autant impactant que des apéritifs occasionnels?
En fait, c'est assez compliqué parce que c'est comme pour le cancer et pour les latéroscléroses, en fait, ça a été démontré en fait avec une courbe en J, on appelle ça une courbe en J. Par exemple, pour l'athérosclérose, on voit que 1 à 2 verres serait protecteur et au-delà, ça augmenterait le risque de tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Mais pour le cancer des voies aérodigestives, c'est zéro, c'est tolérance zéro. Donc en fait, je pense qu'en fait, quand le professeur Nassi, là où on parle en grammes d'alcool. Et en fait, quand vous avez 2,5 centilitres de whisky, ça représente 10 grammes d'alcool versus 25 centilitres de vin. Donc, c'est toujours en fait, quand on parle en verre standard. Enfin, bon, moi, professeur Nassi, elle l'explique mieux que moi, mais on parle en verre standard et non pas une bouteille d'alcool, de vin si elle est consommée, c'est pas pareil qu'une bouteille de whisky consommée en termes de grammes d'alcool. Donc ça aussi, mais, euh, mais c'est zéro. C'est comme la question, faut-il boire lorsqu'on est en rémission du cancer du sein? Non, c'est zéro, c'est zéro alcool. Euh, une question donc sur est-ce qu'il y a des données sur l'évolution de la consommation d'alcool, en particulier chez les femmes de faible statut socio-économique en pré- et post-Covid, par exemple? Des données, on n'en a pas énormes, mais des tendances, oui. La tendance, ce serait plutôt une augmentation. Ce serait plutôt une augmentation. Non seulement parce que les consommations d'alcool, elle va suivre aussi les troubles psychologiques potentiellement associés, anxio-dépressifs ou des indicateurs économiques. Et voilà, donc même, bon, on n'est pas quand même submergé par la problématique alcool, c'est multi-problématique, mais effectivement, des choses se mettent en place, c'est très rassurant au niveau national, sur un repérage et une prise en charge spécifique, notamment des problématiques de consommation d'alcool chez les femmes. Ok, merci. Question pour Ingrid. Y a-t-il une explication concernant l'expression des RPDL1 plus marquée sur les cellules de carcinome hépatocellulaire d'origine alcoolique? Alors, on sait que l'augmentation de l'expression de PDL1 est un mécanisme d'échappement de la cellule, donc un échappement tumoral. Et comme on sait que les cellules qui sont exposées à l'alcool ont une agressivité plus importante, une migration plus importante, une invasion, l'expression de cellules souches cancéreuses, donc elles sont plus agressives. Donc, on pourrait se dire que ben, c'est un mécanisme supplémentaire mis en place pour la cellule pour échapper à l'élimination vers le système immunitaire. Donc, en fait, ça serait totalement cohérent. Mais après, on n'a pas encore détaillé les voies de signalisation. Mais en tout cas, on voit vraiment une augmentation de l'expression de PDL1 et on voit vraiment chez les patients que l'immunothérapie marche à 90% chez les patients avec un CHC d'origine alcoolique versus 50% dans les autres étiologies. Donc, c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est que depuis 2021, donc on a peu de recul au niveau des données chez les patients, mais on est en train vraiment de faire énormément de recherche dessus. Merci. Alors, une question, je ne sais pas qui de vous deux souhaite répondre. Mickey et alcool, qu'est-ce qu'on sait sur Mickey et alcool? Mais c'est pareil, c'est une maladie immuno-inflammatoire, donc c'est pas du tout comme, par exemple, pour la maladie de Crohn, par exemple, la cigarette est protectrice, alors que pour la RCH, elle augmente les effets de l'immuno-inflammation. Mais par contre, pour les deux, pour les Mickey, l'alcool est très délétère pour ces pathologies immuno-inflammatoires. Merci. Alors, une question, donc c'est plus un commentaire. Il y a des médecins qui tiennent toujours des propos comme quoi il faut conseiller un ou deux verres de vin par jour à des patients âgés souffrant de cancer. Bah, malheureusement, je ne sais pas ce qu'on peut dire par rapport à ça. Michael, Non, mais non, mais il faut réagir là, il ne faut pas réagir. On peut plus laisser dire ce discours. Voilà, on a évolué vers toute consommation d'alcool à risque pour la santé, une consommation à moindre risque, c'est très clair. Et maintenant, il faut bien prendre en compte le patient qu'on a en face. C'est-à-dire que on croit avoir un sportif qui mange bien, qui va bien, qui n'a aucun autre problème. Donc, il faut voir l'alcool comme potentiellement une molécule qui peut induire des pathologies ou qui peut aggraver des pathologies existantes et modifier aussi la réponse aux différents traitements, comme c'est évoqué là dans le cancer du foie. Donc, il faut arrêter ici d'avoir cette vision super optimiste d'effets protecteurs. Je crois que la question n'est plus là, on n'est plus à se poser la question à partir de combien on pourrait observer des effets protecteurs. et une question donc, qui pourrait aller un peu dans le même sens. Est-ce qu'une consommation ponctuelle d'alcool de plus de 5 verres
peut-elle avoir un impact même sans cancer? Je ne sais pas Oui, si alors là, c'est pareil, sans cancer. c'est à déconseiller autant en termes d'addiction, ce qui est très révélateur, c'est une consommation même faible tous les jours. Mais là, on rentre dans les aspects de binge, consommer 5, 6 verres ou beaucoup plus même, parce que ça peut être un seuil assez bas. Eh bien, c'est un super déclencheur de processus inflammatoires, en fait. Donc, l'alcool, c'est un super inflammatoire périphérique et dans le cerveau. Et ça, on sait que c'est des mécanismes qui vont contribuer au développement de pathologies. Ça déclenche du stress oxydatif. Donc là, vraiment, la clé, c'est de se dire, voilà, une forte consommation, c'est une agression pour l'organisme. Vous entraînez du stress oxydatif, et ça, c'est pas bon dans le cancer aussi, ou pour les vaisseaux, et de l'inflammation. Alors, on va prendre encore deux dernières questions. La première, pourquoi on ne parle pas de facteurs génétiques en France? Bonne question, bonne question. On a tendance à avoir, pareil, on a souvent peur de la génétique, hein, mais dans les pathologies psychiatriques, voilà, on devrait en parler souvent, puisque la moitié de la variance du risque à développer une pathologie comme ça psychiatrique, ça dépend de facteurs génétiques. Bon, on s'intéresse beaucoup à l'épigénétique, aux facteurs protecteurs environnementaux, mais effectivement, là, sur des pathologies comme ça, il faudrait aussi tenir compte aussi de facteurs génétiques assez précocement dans certaines pathologies pour se dire que voilà, c'est un risque d'accélération du développement de cette pathologie pourrait venir aussi de cette vulnérabilité génétique. Bon, mais ça, c'est parce que c'est aussi de la communication, hein. On communique assez mal en général sur l'alcool et sur ces facteurs un petit peu complexes à expliquer et qui font peur. Il faut qu'on s'améliore aussi. Mais est-ce que ça peut pas être à double tranchant dans le sens où si jamais on va dans le détail des polymorphismes génétiques, parce qu'il y a plein de médecins aussi qui disent ça, il faut généraliser en guillemets enfin, il faut arrêter de généraliser en disant l'alcool c'est pas bien pour tout le monde parce qu'il y a des polymorphismes, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas aussi mal que pour d'autres. Moi, je trouve ce discours insupportable, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Effectivement, on ne peut pas généraliser. Justement, un des enjeux, c'est la médecine personnalisée. Donc, est-ce qu'il y a un problème d'alcool? Est-ce qu'il y a d'autres pathologies? Est-ce qu'il y a de consommation d'autres substances? On a vu l'interaction alcool-tabac. On ne peut pas raisonner comme ça de manière généraliste sur des repères, sur des seuils, sur une incidence à court terme, à long terme. Oui, Et mais c'est chaque patient. est-ce que ça justifie le fait de dire que l'alcool, ça peut être bien pour certaines personnes? Moi, Non. c'est ça le Ah non, discours. mais non, Et c'est pas Voilà. si possible. on se base aussi sur la génétique et qu'on dit ben, telle personne elle a le moindre risque de développer tel cancer et on va aussi développer des conduites qui sont très dangereuses puisque les personnes de ce fait vont se dire bon ben j'ai pas de risque de développer tel cancer donc je vais pouvoir plus consommer etc. Donc ça aussi si on fait en fait de la cartographie de la génétique en disant ben, telle personne elle a tel potentiel enfin tel risque de développer tel cancer avec ces mutations-là, on va aussi dans le sens de se dire, eh ben, les personnes ils vont avoir une conduite beaucoup plus à risque. Non, mais par contre, il n'est pas question non plus d'avoir un discours où on interdit l'alcool complètement. C'est pas du tout ça l'idée, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des repères. Là, il faut savoir être au fait de ce qu'on risque. Et il y a des consommations. Tant qu'on reste en dessous des repères à moindre risque, voilà, on a un bon niveau d'échelle de consommation. Alors, c'est pas pour ça qu'on doit consommer la consommation, mais il faut quand même reconnaître aussi que si on consomme, c'est parce que ça procure du plaisir et que effectivement, ça fait partie aussi intégrante de la problématique de l'alcool. Mais voilà, c'est quelque chose de pas anodin, de dangereux, qui peut induire des pathologies. Il faut en être conscient. Et on doit Donc, adapter ses consommations, comme les personnes âgées, par exemple, eh bien, on descend à un verre par jour. Vous voyez, c'est pas une interdiction, mais on adapte en fonction des conditions. donc là, la personne nous précise qu'elle parlait plutôt des facteurs génétiques liés à l'addiction, dans ce cas-là. Oui, bah, c'est pareil. Oui, non, non, mais effectivement, bien évidemment, on peut quand même se réjouir que très peu de personnes vont développer une addiction à l'alcool. Mm. Effectivement. Donc, plus on consomme, plus le risque augmente. Et on peut être soi-même plus résistant et être protégé aussi par son environnement. C'est à la fois génétique et environnemental. Et une dernière Effectivement, on ne peut pas question, avoir un discours généraliste sur le risque addictif. merci. Une dernière question qu'on va prendre donc plutôt pour Ingrid. Je pense la consommation de L-glutamine peut-elle diminuer les effets de l'inflammation liés à l'alcool? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Moi, j'ai pas trop vu. J'ai pas vu ça. Non, peut-être le professeur Nassila, mais moi, j'ai pas vu les liens anti-inflammatoires de la glutamine sur ça. Et puis pour la vitamine A, en fait, à forte dose, elle est patotoxique. Voilà, bon bah on va s'arrêter là. On a déjà dépassé. Merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment. Merci à C'était vous. passionnant, les participants et moi aussi. Nous avons beaucoup appris de vos expériences et de ces présentations. Mille merci.
On vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes d'année et rendez-vous donc pour le Dry January. Et avant de conclure, j'aimerais quand même dire deux choses. La première qui est donc annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 22 janvier 2023, où on passe sur une thématique plutôt SHS, où on aura le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Claude Maubarak de l'Université de Montréal sur une présentation sur la perspective socioculturelle liée à la consommation d'aliments ultra transformés et le lien sur la santé humaine, en partenariat avec le réseau de prévention primaire Concept. Et avant de finir, donc, vous allez avoir un questionnaire qui va s'afficher, un lien pour un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. Et merci encore à toutes et à tous et à bientôt pour d'autres webinaires. Merci encore Ingrid et Michael, à bientôt.